Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouveau vlog lecture. Et vous le voyez peut-être, mais j'en ai profité pour changer de décor. En fait, je me suis juste un petit peu déplacée. Je suis en train de faire 2-3 petits changements dans l'appartement et du coup, je teste des nouveaux endroits pour pouvoir filmer et vous prendre en face caméra. Évidemment, j'ai eu cette idée lumineuse juste avant de prendre la caméra pour filmer cette introduction de vlog. Je dis idée lumineuse parce que en fait, j'ai pas le temps. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je voulais juste vous filmer cette intro avant de vaquer à mes occupations. Ce vlog là, je vais vous le filmer sur plusieurs jours, une dizaine de jours je pense. Aujourd'hui c'est mon dernier jour de tranquillité, après j'enchaîne avec 2 jours de travail et quelques jours avec mon chéri. Du coup je ne serai pas en caméra avec vous, mais je vais essayer d'en profiter pour lire un petit peu. La première chose que je voulais vous dire très rapidement, c'est que vous le voyez derrière moi, il est juste ici. Je suis allée en librairie pour pouvoir acheter le dernier Maxime Chatham. Il est sorti le 2 ou le 3 novembre, je sais plus bien. Et nous, dans la famille, on est des grandes fans de Maxime Chatham. Du coup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie de cet auteur, je l'achète les yeux fermés. Du coup, je l'ai pris pour le Noël de ma maman. C'est ce que je fais quasiment à chaque fois qu'il en sort un. Je sais que c'est une valeur sûre. Et j'avoue que je suis assez intriguée par celui-ci. Même si c'est le cadeau de Noël de ma maman, je sais qu'elle va le lire assez rapidement et qu'elle va le mettre ensuite dans ma bibliothèque pour que je puisse le lire et qu'on puisse le faire tourner aussi avec mes sœurs. Je suis particulièrement intriguée parce que déjà Albin Michel, quand ils ont fait la présentation de ce titre, ils ont dit que ça allait changer de ce qu'on connaît de Maxime Chatham. Du coup déjà ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et surtout la couverture, elle est toute blanche et assez lumineuse. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on a l'habitude de voir avec Maxime Chatham. D'habitude on a des couvertures vraiment sombres, noires, un peu creepy en fait, et là c'est vraiment tout le contraire. Du coup la couverture ajoutée à ce que nous a dit les éditions Albin Michel, je suis super intriguée, mais je vais devoir patienter un petit peu. Autrement, j'ai commencé il y a quelques jours La Reine du Noir de Julia Barthes et c'est publié aux éditions Sonatine. Si vous avez vu le vlog lecture précédent, vous savez que c'est une réception service presse ou plutôt masse critique en collaboration avec Babelio et Sonatine. Donc ils m'ont gracieusement offert ce titre pour que je puisse le lire assez rapidement et en faire une critique que j'écrirai donc sur Babelio. Donc déjà je remercie évidemment Babelio et Sonatine pour l'envoi. Et donc je vous disais que je l'ai commencé il y a quelques jours et franchement je me régale. C'est pour moi, c'est une vraie pépite et je pense que ce sera un coup de cœur. J'attends évidemment de voir avec la fin parce qu'il me reste un bon tiers avant de le terminer. Mais pour le moment, je m'éclate. C'est exactement le type de lecture que je voulais pour octobre, novembre, pour la période d'Halloween, pour cet automne un petit peu frissonnant. Bref, je me régale. Dans ce titre, on va suivre Alex, qui est notre narratrice et notre personnage principal. Elle est absolument fan d'une autrice qui s'appelle Rosa Valo, une autrice à succès mais très très mystérieuse, qui sort un roman environ tous les 8 à 10 ans. Et cette autrice, depuis quelques années, elle organise une retraite d'écriture dans son manoir. Il y a seulement 4 personnes qui sont sélectionnées pour chaque retraite. Et elles doivent passer un mois dans ce manoir avec Rosa Valo pour écrire un nouveau roman. Et un jour, Alex va apprendre qu'elle a été sélectionnée pour participer à la retraite. Et on va donc la suivre en partance pour le manoir de Rosa Valo. Il se trouve que cette année, exceptionnellement, elles ne seront pas 4, mais 5 jeunes femmes à être tirées au sort pour participer à cette retraite. Et la 5e personne n'est autre que son ancienne meilleure amie avec qui elle a eu une rupture amicale il y a environ 1 an et depuis c'est hyper tendu entre elles. Alors évidemment il y a beaucoup de tensions puisque Alex et son ancienne meilleure amie Vren se retrouvent dans le même lieu confinés pendant 1 mois et qu'en plus elles essaient de se faire bien voir par Rosa Valo, leur autrice favorite, donc leur autrice chouchou. D'autant plus que celle-ci va mettre en place de façon assez malsaine une compétition entre les 5 participantes puisqu'à la clé, eh bien, il se trouve qu'elles pourront peut-être publier le roman qu'elles écriront durant cette retraite. En plus de tout ça, il se trouve que Black-Briar, le manoir de Rosa Valo, a été le lieu de séances de spiritisme et d'un meurtre accompagné d'un suicide des anciens propriétaires du manoir.
Bref, tout ce qu'il faut pour faire monter la tension. On pourrait penser que c'est terrifiant, mais ça n'est pas le cas. J'avoue que c'est un petit peu angoissant, surtout selon l'heure à laquelle on lit ce titre. J'avoue qu'hier soir, j'étais pas très sereine, mais franchement, j'adore. Entre l'ambiance pesante du manoir, les tensions entre les filles, les tensions avec l'écrivaine, où on sent qu'on est manipulé, mais on ne sait pas vraiment par qui ni pourquoi. Et en plus les femmes et le fait d'écrire un roman, tous ces thèmes-là sont au centre de l'histoire. D'ailleurs j'aime beaucoup puisque entre certains chapitres, on va retrouver des passages de ce que notre personnage principal, Alex, écrit en guise de roman. Et il se trouve qu'elle se base sur l'histoire potentielle de ce qui s'est passé justement du fameux couple qui a été retrouvé mort dans le manoir de Blackbriar. Donc on a une histoire dans une histoire. Je sais que je me répète, mais je me régale. Et comme je vous le disais, il me reste un gros tiers du livre. J'aimerais le finir ce soir pour potentiellement passer à autre chose la prochaine fois que j'aurai le temps de lire. Ça paraît compromis, mais en même temps, je suis tellement happée qu'il y a des chances que j'arrive à le terminer ce soir. Le problème que j'ai maintenant, c'est qu'une fois que j'aurai terminé La Reine du Noir, je ne sais pas quelle lecture je vais piocher après ça. J'hésite entre Malice et Les Naufragés du Vigueur qui sont juste là. Je vais vous les sortir. J'hésite donc entre Malice, qui est le premier tome d'une saga de 4 titres. Le tome 3 va sortir très bientôt ou vient de sortir, je ne sais plus. Donc potentiellement celui-ci. Ou alors Les Naufragés du Vigueur de David Grann qui est juste là. J'attendais qu'il fasse moche, qu'il pleuve beaucoup pour pouvoir le lire. C'est novembre, c'est enfin le cas. Même s'il pleut pas fort, il pleut. Et comme vous le savez, j'adore la littérature maritime. J'adore surtout les récits de naufrage et de survie. Du coup, je sens qu'avec celui-ci, je vais me régaler. Mais en même temps, Malice me fait de l'œil depuis un moment déjà et c'est un bon gros pavé des familles. J'hésite. Et j'hésite tellement que finalement je vous ai mis sur Instagram le choix entre donc Malice et Les Naufragés du Vigueur et finalement c'est vous qui allez choisir. Du coup je vais attendre les résultats, de toute façon ce sera pas pour tout de suite, ce sera d'ici quelques jours et vous verrez donc le résultat dans ce vlog. En attendant, comme je vous le disais, j'ai pas mal de choses à faire, du coup je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.
je vous retrouve pour un petit update que je vais essayer de faire assez rapidement. Une semaine s'est écoulée depuis la dernière fois que je vous ai retrouvé et du coup j'ai plusieurs petites choses à vous dire. La première, c'est que j'ai terminé La Reine du Noir de Julia Barthes. Malheureusement j'ai pas ma copie avec moi, je l'ai laissée chez moi. Et je suis trop heureuse de vous dire que ça a été un véritable coup de cœur du début à la fin. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages. D'ailleurs, elles ont toutes un caractère très différent les unes des autres et du coup c'est hyper facile de retrouver qui est qui. Je me suis jamais emmêlé les pinceaux, c'est quand même assez rare pour que je puisse le signaler. J'ai adoré l'intrigue, les plot twists, l'histoire dans l'histoire, puisque je vous rappelle qu'on est dans une retraite d'écriture et que nos invités doivent écrire un roman. Donc notre personnage principal, Alex, écrit son propre roman et on y retrouve donc des extraits entre certains chapitres. J'ai aussi adoré l'écriture de cette histoire dans l'histoire. Bref, c'était formidable. J'ai adoré aussi les plot twists. Les révélations finales étaient trop bien. Je pense qu'on peut quand même voir venir certains plot twists ou certaines révélations si on creuse. Moi d'habitude je suis du genre à creuser, je fais ça assez inconsciemment, mais j'ai toujours mon cerveau qui a comme une arrière-zone et qui est en train d'analyser et de tout répertorier pour savoir qui fait quoi, qui est potentiellement le méchant, pourquoi, nanana. Mais là c'était pas le cas, j'étais tellement à fond dans ma lecture, je voulais tellement avancer, le terminer, le dévorer, que du coup j'étais pas en train de réfléchir à vraiment ce qui se passait et à voir les détails que j'aurais pu voir dans une autre lecture. Bref, je me suis régalée. Du coup je ne peux que vous conseiller de le lire. Moi c'est un de mes coups de cœur de l'année, je m'y attendais pas. Je savais que je risquais d'apprécier énormément cette lecture, mais de là à ce que ce soit un coup de cœur, j'aurais vraiment pas parié dessus. Olivia du montage qui vient faire une dernière petite précision sur La Reine du Noir parce que j'ai oublié et c'est quand même hyper important. Il y a tout un côté sensuel tourné autour de l'érotisme et de la sexualité dans ce livre. J'en ai pas forcément parlé parce que ça m'était sorti de la tête, mais c'est quand même hyper important. Ça donne beaucoup plus de profondeur et de caractère à nos personnages et ça augmente encore plus les tensions qu'il peut y avoir entre certaines participantes et même entre les participantes et l'écrivaine Rosa Valo. Du coup voilà, je voulais juste vous le préciser rapidement parce que c'est quand même assez important. Et avant que je ne termine La Reine du Noir, je vous avais posé la question sur Instagram, savoir si vous préfériez que je lise Les Naufragés du Vagueur de David Grann ou Malice, que je n'ai pas avec moi, pour ma prochaine lecture. Vous avez été nombreux à voter et ça a été une lutte assez particulière entre ces deux titres puisque au début, tous les votes allaient pour Malice. Et finalement, Les Naufragés du Vagueur a eu de plus en plus de succès au point que c'est finalement lui qui est sorti vainqueur à 58% du suffrage. Donc j'ai lu Les Naufragés du Vagueur de David Grann. D'ailleurs je dis Les Naufragés du Vagueur, je sais pas, depuis le début je dis Vagueur. Mais à la lecture, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était basé sur le nom d'un amiral britannique et donc il faudrait a priori que je prononce du Wager. Mais je sais pas, ça me fait trop bizarre. Je vais essayer, mais ne m'en veuillez pas si je m'emmêle les pinceaux entre Vagueur et Wager parce que en fait ma langue s'est habituée à une prononciation qui n'est pas correcte. Désolée. Bref, c'est un roman qui est édité aux éditions du Sous-Sol et je l'avais acheté très rapidement après sa sortie puisqu'on parle de littérature du réel et notamment de naufrages et de catastrophes maritimes. Du coup, moi, j'étais vendue. D'ailleurs, sur la 4e de couverture, on nous dit « Reconstitution captivante d'un monde disparu, Les Naufragés du Wager de David Grann est un formidable roman d'aventure et une réflexion saisissante sur le sens des récits. Un grand livre par l'un des maîtres de la littérature du réel. » Et je confirme parce que je l'ai terminé il y a environ 2 heures, je dirais. Je l'ai dévoré. Je l'ai débuté il y a 48 heures, je dirais. Et j'ai passé la journée d'hier à le dévorer et cet après-midi à pouvoir le terminer pour pouvoir vous en parler ce soir. Et puisque de toute façon, si je ne l'avais pas terminé, j'aurais eu du mal à dormir parce que je voulais savoir la fin. Dans ce titre ici, l'auteur reconstitue les événements qui ont mené au naufrage du Wager. Donc, le plan initial, c'était de partir d'Angleterre, de traverser l'océan Atlantique et de dépasser le Cap Horn, qui est la pointe de la Patagonie,
pour remonter ensuite, je sais plus s'il devait aller au large du Chili ou au large du Pérou pour couler des navires espagnols qui faisaient donc partie de l'Armada. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu et ce dès le début, avant même de partir d'Angleterre, mais tout ça c'est dans le roman. Bref, on joue énormément de malchance dans cette histoire qui, je le rappelle, est un fait réel, ça s'est vraiment passé. Et notre navire, le Wager, donc, va finir par s'échouer au large de la Patagonie juste après avoir passé le Cap Horn. D'ailleurs, l'île sur laquelle nos naufragés vont s'abriter s'appelle toujours l'île du Wager. Et elle est toujours aussi inhospitalière qu'en 1740, au moment où s'est passé tous ces événements. On va principalement suivre l'équipage de ce navire, donc quand ils étaient sur l'eau, puis quand ils ont coulé et quand ils étaient naufragés sur cette île, comment ils ont réussi à s'en échapper, tout ce qui s'est passé pendant cette survie assez catastrophique et comment certains ont réussi à s'en sortir malgré tout. Et on va aussi avoir un aperçu de ce qui s'est passé pour les autres navires qui ont continué leur chemin après la perte du Wager. Et comme vous vous en doutez, puisque je l'ai lu en environ 48 heures, eh bien j'ai adoré cette lecture. Je l'ai dévoré, mais pour ma défense, c'est écrit assez gros, assez espacé. Et on a aussi quelques reproductions de peintures, de gravures d'époque et de photos de nos jours. Du coup, ça prend quand même pas mal de place dans le roman. Et comme je vous le disais l'autre fois, en plus de ça, on a énormément de notes de l'auteur que je n'ai personnellement pas lu pendant ma lecture parce que j'avais peur de m'emmêler encore plus les pinceaux. Mais du coup, voilà, le roman, c'est ça. Et tout ça, ce sont les notes de l'auteur. Donc mine de rien, le roman est plus court que ce qu'on peut attendre. Et à la toute fin, on retrouve quelques cartes explicatives pour savoir un petit peu s'orienter au niveau de la géographie. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai adoré. Le seul bémol que je relève, c'est le registre assez dense, assez fourni qu'a l'auteur. Et du coup, ça peut paraître pas vraiment fouillis, mais parfois compliqué à comprendre. D'autant plus que on est dans le domaine de la marine. Il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas forcément en tant que commun des mortels. Et il y a plein de choses pour lesquelles on n'arrive pas forcément à visualiser ce qui se passe. Personnellement, ça me gêne pas parce que je suis tellement à fond quand je lis ce genre de choses que même si je comprends pas, je dévore ce que je lis. Mais ça peut gêner certaines personnes parce que c'est quand même assez difficile de visualiser et d'imaginer un peu tout ce qui se passe. Il faut aussi savoir que l'auteur s'est énormément basé sur des journaux intimes, des carnets de certains naufragés et certains survivants. Donc on retrouve pas mal d'extraits de ces journaux, de ces écrits qui densifient encore un peu plus le récit. D'ailleurs, David Grann nous le dit au tout début du roman, avant même d'entamer son récit. On a une petite note de l'auteur où il précise que, évidemment, il n'était pas présent lors de ces événements puisque ça s'est passé il y a environ 3 siècles. Mais qu'il a énormément étudié le sujet, qu'il a passé au peigne fin tous les récits qu'il a pu trouver des survivants et des naufragés du Wager, et que forcément ces documents sont susceptibles de ne pas être entièrement fiables, surtout au niveau des témoignages et des responsabilités tenues de certaines personnes. Donc chacun se forgera sa propre opinion. Bref, j'ai adoré l'histoire et j'en retire 2 petites choses à vous dire en plus. La première, c'est que Martin Scorsese, le réalisateur, a prévu, il a annoncé il y a quelques jours qu'il allait adapter ce roman au cinéma. Donc j'ai trop hâte. D'ailleurs, je le savais déjà avant d'entamer ma lecture. Et j'imaginais Scorsese en train de lire son exemplaire et de se dire « Ok, j'imagine telle scène comme ça, tel acteur pour tel personnage. » Et je sais pas, j'étais encore plus à fond. Je me coupais dans ma lecture, mais j'étais encore plus hypée. Et la deuxième chose à vous dire par rapport à ça, c'est que le titre précédent de David Grann, qui s'appelle, je crois que c'est La Note mélancolique en français, non pardon, La Note américaine, qui est publiée aux éditions Globe et aux éditions Pocket en version poche. Bref, ce titre précédent de l'auteur, il a aussi été adapté au cinéma par Scorsese et il est peut-être toujours d'ailleurs au cinéma. C'est Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio et je n'ai pas vu le film. Je savais qu'il était basé sur un des textes de l'auteur et je voulais d'abord découvrir Les Naufragés du Wager avant de savoir quoi faire.
Du coup, je vous confirme que comme j'ai adoré ce titre et j'ai adoré quand même la plume de l'auteur, j'ai trop envie de découvrir La Note américaine, de le lire, puis de voir le film. Et en conclusion, si vous aimez la littérature du réel, que ce soit maritime ou pas, que vous aimez les histoires de drames, de récits, de catastrophes, de naufrages, et que vous aimez les personnages gris moralement, eh bien, ça risque de vous plaire et je vous conseille vivement d'y jeter un œil. Et juste avant de terminer ma lecture des Naufragés du Wager, je suis allée récupérer une réservation que j'avais fait à la médiathèque pendant mon Spooky Read d'automne et qui n'était pas arrivée. Et je me suis dit que j'allais continuer ce vlog puisqu'initialement j'avais prévu de le faire sur environ une semaine, mais qu'une semaine s'est passée et je devrais le terminer là maintenant, mais j'ai pas envie. Du coup, je vais continuer ce vlog avec Le Patient de Timothée Le Boucher. Il est énorme, il est lourd, ça va être un gros pavé, mais je pense que ça va se lire assez rapidement puisque même s'il y a quand même pas mal de planches, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc ça risque d'aller super vite. Je vais d'ailleurs essayer de le lire ce soir avant d'aller me coucher. C'est pas garanti, c'est pas gagné. Mais du coup, comme je vous disais, je vais continuer ce vlog. Je vais lire Le Patient et je pense que je vais attaquer Malice qui est dans ma chambre. Je peux pas vous le montrer. Mais il me fait trop envie. Vous étiez quand même nombreux à vouloir que je le lise assez rapidement. Et moi-même, j'ai pas envie de le laisser traîner plus que ça. J'avais prévu de le lire au mois de novembre. Je suis hyper hypée. J'ai trop hâte. Je vous en reparle bientôt. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour clôturer ce vlog puisqu'on est lundi et que la vidéo est censée sortir demain. Donc je me dois de vous faire un dernier point. Avant ça, il faut que je vous dise que la vidéo de présentation du Cold Winter Challenge qui est organisée cette année par Elise de A Book and a Cup est désormais en ligne et je suis en train de concocter ma petite pile à lire. Donc je pense que la prochaine vidéo qui sortira, ce sera pas forcément un mardi, mais ce sera donc ma présentation de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Sinon, il est sorti il y a quelques jours et je me le suis procuré assez rapidement. C'est Fleur d'Oko, le tome 2, la suite et fin de la saga Fleur d'Oko donc. C'est une fantaisie africaine écrite par Laetitia Danae et c'est publié, comme vous le voyez, aux éditions Hachette. La couverture est magnifique. J'avais déjà adoré le travail réalisé sur le premier tome, qui était plutôt dans les tons de vert et de marron. Mais celui-ci, il est juste... j'ai envie de dire qu'il est encore plus beau, mais en vrai, je ne sais pas choisir entre le tome 1 et le tome 2. J'ai bon espoir de le lire avant la fin du mois, mais ça me paraît compromis étant donné qu'on est le 20 et que j'ai une grosse lecture en cours. Il va falloir que je vous en parle très rapidement. Et j'ai encore 2-3 livres que j'aimerais lire quand même avant de démarrer le mois de décembre. Bref, j'aimerais beaucoup le lire rapidement, mais l'espoir fait vivre. Autrement, comme je vous le disais précédemment, j'ai terminé il y a quelques jours La Reine du Noir de Julia Barthes, et publié aux éditions Sonatine. J'ai adoré ce roman, ça a été un véritable coup de cœur du début à la fin. Je n'ai tout simplement aucun point négatif à relever, du coup je ne peux que vous conseiller de le lire, surtout si vous cherchez un roman où les femmes ont le pouvoir, elles sont au centre, au cœur de l'histoire. Puis je vous en parlais il y a quelques jours, j'avais enfin pu récupérer Le Patient de Timothée Le Boucher, une réservation que j'avais fait en médiathèque pour le Spooky Read d'automne et qui n'était pas arrivée à temps. Donc je l'ai lu finalement le soir même où je vous l'ai présenté. Ça se lit hyper vite puisque en 1h30, 2 heures, c'était plié. Il a beau être assez épais, ça se lit tout seul. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je tenais juste à vous dire que j'ai adoré les dessins. Ça a été pour moi le gros plus de cette lecture. Mais ceci dit, au niveau du scénario, de l'histoire, j'ai trouvé que c'était quand même assez prévisible. D'ailleurs, avant même de le commencer, je me doutais que c'était ça. Mais ça m'a pas empêché de passer un agréable moment avec cette lecture. Et enfin et surtout, je vous avais demandé sur Instagram il y a quelques jours de choisir ma prochaine lecture après La Reine du Noir ici présente. Je vous avais demandé de choisir entre Malice, le tome 1 du livre des Terres Bannies de John Gwynne, publié aux éditions Léa, et Les Naufragés du Wager de David Grann, publié cette fois-ci aux éditions du Sous-Sol. Donc d'un côté de la fantaisie épique et une saga monstrueuse, puisqu'ici c'est le tome 1 sur 4, ou de la littérature du réel et la littérature maritime. Et comme je vous l'ai dit, vous avez été nombreux et nombreuses à voter, d'ailleurs je vous en remercie, et vous m'aviez donc choisi Les Naufragés du Wager,
Je vous en ai déjà parlé, j'ai adoré cette lecture et j'ai bien l'intention de lire d'autres titres de cet auteur. D'ailleurs, que vous aimiez la littérature maritime ou pas, je vous conseille vivement de jeter un œil. Et puis hier soir, j'ai craqué, j'ai quand même démarré Malice. Je suis à la page 50 sur 650, 700 peut-être. Non, 650, c'est déjà pas mal. J'ai juste lu le prologue et les 3 premiers chapitres, ça démarre plutôt pas mal, mais j'ai l'impression qu'on va quand même prendre notre temps dans ce tome-là. Enfin, je vous dis ça, je suis quand même que à la page 50. Mais ça m'a l'air assez dense comme lecture étant donné qu'il y a énormément de personnages. D'ailleurs, on va suivre plusieurs points de vue différents. Là, j'ai déjà eu le point de vue d'un personnage qui s'appelle Evnis, un autre qui s'appelle Corban et un autre qui s'appelle Veradis. Et je sais pas si j'en aurai encore d'autres, mais du coup ça va être assez compliqué de ne pas se perdre entre tous ces personnages et tous les lieux. Bref, c'est de la fantaisie d'inspiration nordique. Je sais que je vais adorer, mais qu'il va falloir que je prenne mon temps pour comprendre tout ce qui se passe. Je suis hyper pressée de continuer cette lecture, mais du coup vous comprenez un petit peu mieux pourquoi je n'aurai sûrement pas le temps de lire le tome 2 de Fleur de Caux et les autres petites lectures que je m'étais prévues pour la fin de l'automne. Bref, merci à celles et ceux qui ont voté sur Instagram pour me choisir cette lecture. Sachez d'ores et déjà que je vais réitérer l'expérience au moins au mois de janvier, mais je vous expliquerai ça dans ma vidéo de la palle du Cold Winter Challenge et vous comprendrez mieux pourquoi. N'hésitez pas d'ailleurs à me retrouver sur Instagram, le compte c'est le métronome en papier, comme ici. Vous pourrez donc entre autres voter dans les stories et suivre mes autres publications sur les titres que je lis et les différentes entrées dans le bullet journal lecture. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine. Je vous dis bye bye!